Bonjour, je suis Guillaume, bienvenue sur ma chaîne La Chambre en Art de Goupil pour une nouvelle vidéo où on va parler de vidéos et de la vidéo Sony notamment. Je filme ici avec le Nikon Z8 en 4K, donc oversamplé du 8K, donc vous pouvez voir ce que ça donne à travers le préampli du Z8, donc vous pouvez en voir aussi ce que ça, ou plutôt entendre ce que ça fait avec le MKE 600 ici, et donc le lot que j'ai créé spécialement pour ce boîtier qui marche à plus 1.3, donc en fait réexposer correctement et tout ça, réajuster au vector scope, ce que j'aime bien faire, même si ça change pas forcément la tonalité, enfin l'intention du log. Et donc ici on va parler de Sony. Je voulais un petit peu parler de la vidéo de Sony parce que moi comme tout le monde, je trouve des fois que sur le papier du moins, il y a certaines spécifications, enfin caractéristiques qui sont un petit peu faibles sur les boîtiers Sony, notamment dans les formats vidéo. Donc on va un petit peu voir les pour et les contre là-dedans. Et vous expliquer pourquoi, malgré tout, je trouve que ça reste la vidéo la plus cohérente des hybrides qu'on puisse trouver. Il y aura bien évidemment des choses bien plus puissantes, par exemple sur un Z8. Mais là, ce que je veux dire sur cette vidéo, c'est que comment vous touillez pas trop la tête si vous trouvez les Sony intéressants, parce que tous les hybrides, toutes les marques ont des problèmes, que ce soit Panasonic, Sony, Nikon, Canon ou n'importe quoi d'autre. Il y a des intentions, il y a, si vous ne le savez pas, pour tout ce qui est codec, il y a des droits à payer pour pouvoir utiliser certains codecs intermédiaires comme le ProRes ou n'importe quoi d'autre. Même une licence H264, ça s'achète, même si l'exploitation est gratuite. Il faut quand même pouvoir sortir la vidéo du boîtier. Donc on va parler un petit peu de ça ici et je vais essayer de faire le tour d'abord de ce que n'a pas Sony. Donc j'ai mes notes qui sont sur le côté, j'ai mon enregistreur qui est en dessous puisque le Z8 n'a pas d'écran orientable et donc on va voir ça là-dedans. Donc voilà, ce que j'ai déjà dit, c'est que ça en apporte moins que d'autres fabricants. Il n'y a pas d'outil d'exposition en vidéo et ça peut être un petit problème si vous êtes vraiment habitué à utiliser des caméras notamment. Où vous avez appris la vidéo avec une waveform ou un vector scope, enfin surtout une waveform, le vector scope c'est juste pour vérifier que son lot ou que ses couleurs sont correctes sur, comment dire ça, si vous ne le savez pas, un vector scope. Ça sert à voir si les couleurs sont, comment dire ça, vous avez des cibles et ça vous indique juste si les couleurs sont correctes ou la prédominance de certaines couleurs dans la scène. Et donc, par exemple, les waveforms, contrairement à comment dire ça, un histogramme, ça vous indique vraiment toutes les expositions sur toute la scène, donc vous pouvez voir vos visages, tout ça, et vous pouvez voir si vos, comment dire ça, sombres sont bien exposés et vos hautes lumières sont bien exposées. Et donc voilà, il n'y a pas ça sur les Sony, mais il n'y a pas ça dans beaucoup d'autres appareils photo, il n'y a pas ça chez Canon, il y a ça chez Nikon, étrangement, il y a ça sur le Z8, je ne sais pas si le ZF a ça aussi, mais on peut mettre une waveform dessus, et il y a bien évidemment ça sur les Panasonic, donc c'est un outil intéressant. Alors, est-ce que ça vous empêchera de faire de la bonne vidéo? Non, mais c'est un outil qui permet à beaucoup de gens de se repérer au final, et c'est pas présent sur les Sony. D'ailleurs, il n'y a rien du tout, à part l'outil d'exposition de base, où vous pouvez savoir si vous êtes exposé à 0, à plus 1, plus 2, mais c'est pas forcément toujours cohérent avec ce que vous allez utiliser pour filmer notamment vos profils de couleurs. On a par contre chez Canon, qu'on n'a pas non plus chez Sony, les false colors. Donc c'est un petit peu différent du vector scope puisque en fait vous allez voir toutes les couleurs de votre scène changer pour voir des couleurs spécifiquement dédiées à montrer ce qui est bien exposé, surexposé et tout ça. Mais ça sert aussi à certaines personnes à voir la vibrance des couleurs, à savoir si une scène va avoir assez de punch. Et c'est présent chez Canon, mais je crois que c'est pas présent sur leur log. Donc ça peut aussi, voilà, en question de rien n'est parfait, voilà, il faut toujours un petit peu choisir ce qu'il y a. Enfin, ce qu'on veut au final et ce qu'on est prêt à accepter ou pas. Hop. Mon petit setup un peu bizarre ici, du coup.
je vais sûrement couper ça, ou pas, ça serait rigolo. Il n'y a pas de ProRes, voilà, ça c'est vraiment un truc qui sera polarisant pour certaines personnes. Alors, ce qui est assez marrant avec ça, c'est que moi, je m'en fiche totalement du ProRes, et au pire, moi ce que j'aime, c'est le ProRes LT. Malheureusement, le ProRes LT, vous pourrez que le faire sur des Fujifilm, et Fujifilm, c'est vraiment pas mes appareils photo préférés pour filmer. Alors, si vous ne le savez pas, le ProRes LT, c'est la troisième version du ProRes 422 qui est la plus légère en termes de data rate. Donc, ça vous permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus léger, aussi léger que puisse être le ProRes, mais ça reste quand même compliqué, comment dire ça, à mettre dans une carte ou dans un disque dur, ça prend beaucoup de place. Voilà, c'est vite embêtant. Hein, moi qui fais des tests de surchauffe et des choses dans le genre, je me retrouve avec comment dire ça, vraiment pour un test, je me retrouve des fois avec plein de téras sur la durée. Après, il y en a, je sais, qui vont investir beaucoup plus dans des disques, mais c'est pas mon but au final. Donc voilà, pour moi, c'est un petit peu toujours compliqué. Et par exemple, le Z8 fait du ProRes, mais que du 422 HQ, voilà. Donc c'est vraiment, en termes de données, c'est très très épais et c'est pas forcément ce que je trouve le plus intéressant. Mais si vous êtes intéressé par le ProRes, ça reste le codec, ça reste un codec, on va dire, efficace. En termes de, bah voilà, ce que ça va vous, comment dire ça va vous apporter en vitesse de montage, parce que ce sont les codecs, donc les ProRes 422, les plus faciles à lire pour vos ordi et maintenant sur tous les logiciels de montage. Donc ce sera vraiment quelque chose de bien, mais il y a quand même des désavantages et c'est toujours ça qu'il faut aussi pointer, hein. Toujours dire ouais, ProRes c'est génial. Comme maintenant on a l'H265 qui est amené avec le codec du futur et probablement, je ne sais pas, mais probablement qu'on aura un ProRes qui se sert du H265 comme base quand on aura des ordi beaucoup plus puissants, ou je ne sais pas si comment Apple travaille déjà dessus. Mais du coup, le problème de ProRes, c'est qu'il commence à être daté en termes de standards, de niveau de, comment dire ça, de compression et de qualité de rendu, parce que même si on a toujours un max de détails, parce qu'on peut avoir des versions de ProRes qui vont être très très peu compressées, mais au bout d'un moment, avec les compressions modernes qu'on a, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que c'est peut-être dur pour vos ordis, ou pour les ordis de beaucoup de gens, mais la qualité est de mieux en mieux. Par exemple, sur l'H265, ça devient, comment dire ça, pour une compression égale, on a une qualité qui est supérieure. C'est toujours comme ça que marchent les algorithmes de compression et tout ça. C'est qu'au fur et à mesure, on arrive à compresser plus, mais avoir une qualité qui sera meilleure une fois décompressée. Et le problème du ProRes, c'est quand il marche sur une base H264, hein, parce que si vous ne le savez pas, hein, l'H264, ça vient au final de Apple et ça a tourné sur du point mauve et après ils ont fait le MP4 pour faire un format un petit peu plus compressé. Donc, par exemple, le MPEG-4, l'H264, c'est pour prendre, puisque c'était pour que l'ISO fasse un standard vidéo viable qui est maintenant super adapté à toute la lecture à la base pour vos ordis ou n'importe quoi d'autre. Et ben ils sont allés voir Apple et donc le ProRes ça reste de l'H264 même si c'est très très peu compressé, sauf que l'H265 on le voit de plus en plus, il a une meilleure sa compression surtout au niveau du bruit, et en fait ça permet au final de avoir moins de je vais y arriver. Ça permet de garder de la dynamique parce qu'on a moins besoin de retoucher le bruit au final sur de l'H265. Alors des fois ça peut apparaître un petit peu pas forcément super naturel comme rendu, mais au final on se retrouve quand même avec beaucoup plus de dynamique. Donc dans des scènes très très sombres, le H265 a vraiment sa place, et pour l'instant il n'y a pas de ProRes qui, niveau bruit, équivaut à n'importe quel H265, même celui avec le moins de data rate qui existe, et donc c'est un petit problème qui peut se trouver sur le ProRes si vous ne le savez pas. Maintenant, on va passer à un des gros problèmes de chez Sony, hein, les formats. Donc voilà, on va dire format ratio, hein, bien évidemment, d'aspect. C'est qu'il y en a un seul, et c'est tout chez Sony. Il n'y a que le format 16 neuvième, que ce soit de la Full HD, de l'Ultra HD 4K ou de l'Ultra HD
8K. Donc on est toujours sur ces choses où on ne peut pas passer à de la cinéma 4K, qui reste vraiment très intéressant parce que certains diront c'est de la vraie 4K. Vous pourrez me dire, oui, mais nos écrans sont tous en 16 neuvième, donc on s'en fiche un peu. Bah, admettons que vous ayez besoin de la cinéma 4K, vous n'êtes pas obligé de recropper dans votre 16 neuvième et de le réélargir pour repasser à 4096 pixels. C'est quand même mieux d'avoir, par exemple, de la cinéma 4K, de filmer en cinéma 4K qui est 4096 par 2160 contre 3840 sur 2160. Donc comme on a la même hauteur, on peut recropper sur les côtés pour repasser sur le 16 neuvième, ce qui fait que le format est toujours vraiment intéressant de ce côté-là. Après, certains pourraient dire, oui, mais on n'a plus la largeur complète de notre capteur. Et oui, c'est totalement vrai. Donc voilà, il y a toujours des qualités et des défauts de ce côté-là. Mais je vous rassure, hein, Sony, c'est pas les seuls à faire ça. Hein. Nikon, eh ben, on a du ProRes, on a ce que vous voulez, on a du NRAW. Et on a d'ailleurs pas d'H.264 10 bits, c'est ça qui est assez étrange. Mais comme Sony, on a tout en 16 neuvième, par exemple le Z8 qui peut me filmer en 8K. Et même en 8,3K, donc vous pourriez reprendre au final votre format cinéma 8K dedans. Mais voilà, c'est un petit peu embêtant, et après je dis ça, mais du coup en disant ça, aussi le 4K et il y a du 4,1K, donc on pourrait dire oui, on peut quand même faire son cinéma 4K dedans, mais il faut quand même se ramuser avec. Enfin bref, il n'y a que en vrai Canon qui fait directement du cinéma 4K, Panasonic, et après pour Olympus, je ne sais pas, puisque je viens de me rappeler que ça existe, enfin Olympus, OM System, parce que je ne veux pas dire de bêtises, et je n'ai jamais testé un Olympus de ma vie. Donc voilà, ça peut poser des petits problèmes de prendre un Sony et si on veut de la cinéma 4K, de devoir un petit peu couper et sur les côtés. Et oui, je suis d'accord avec vous, c'est un petit peu problématique, mais si ça existe chez Sony, c'est qu'il y a une raison, hein, c'est à mon avis toute leur approche technologique de la vidéo pour apporter des petits trucs assez agréables en vidéo, certes qu'on commence à voir sur d'autres appareils photo, mais qui sont originaires de chez Sony. Alors après, j'espère que quand ils maîtriseront leur technologie, ils n'auront pas peur de faire de la 6K, ou au moins de nous faire de la cinéma 4K. Mais voilà, c'est un problème chez Sony, et on n'a aussi pas, bien évidemment, si on n'a pas ça, pas d'open gate, comme on aurait chez Panasonic ou sur, enfin chez Panasonic sur le S5 II, le S5 IIX, peut-être le S5, je sais plus, le S1H, et chez Fuji sur le XH2S, et pour les autres, je ne vais pas me tromper, je crois avoir vu une vidéo où le XS20 avait ça, mais corrigez-moi si j'ai tort, et dites-moi oui si j'ai raison. Voilà. Après, apparemment, niveau stabilisation, Sony est devenu plutôt pas mal. Alors, je peux pas le dire parce que j'ai encore un A7 IV et donc la nouvelle stabilisation n'est arrivée que sur l'A7R5. Je sais pas si c'est sur l'A7CR, mais c'est déjà sur l'A7C2, donc normalement l'A7CR devrait l'avoir. Une stabilisation sur 8 axes. Enfin, sur 8 axes. Sur 5 axes, 8 stops, pardon. Donc 8 diaph. Donc qui est censé être bien, mais j'ai jamais compris si c'était en stabilisation active. De toute façon, hein, voilà, Sony, c'est très très bien la stabilisation active. Le seul problème, mais ce sera le problème tout le temps sur n'importe quel appareil photo, c'est mettez pas la stabilisation active sur un téléobjectif, c'est horrible. Hein, vu l'angle de champ très très réduit et le fait que comment la stabilisation active marche le mieux quand elle a un sujet très très proche ou quand on bouge pas, et ben ça saccade vachement. Donc moi personnellement, quand je suis sur le 200-600, je n'utilise de toute façon pas la stabilisation active. Mais tout ce qu'on peut reprocher à Sony sur la stab, hein, c'est un peu aussi sur ça que je voulais revenir. Certes, je le mets dans les défauts, mais plus parce que beaucoup de gens voient ça comme un défaut. Et ben techniquement, c'est pas forcément les plus mauvais. Je trouve, enfin, je sais pas. Ce qui est assez bizarre, c'est qu'il y a plein de gens qui testent des Panasonic qui disent c'est bien meilleur que Sony, alors qu'ils n'auraient jamais touché un Sony. Donc ça, c'est un petit peu problématique, parce que par exemple, je trouve que par exemple, les Sony en statique, c'est pratiquement les meilleurs, sinon les meilleurs qui existent. Canon, c'est absolument à la ramasse,
puisque ça bouge tout le temps sur les côtés, donc vous êtes dans une espèce d'autre dimension où dès que vous avez un truc avec un objectif par exemple, pardon, pas un truc, avec un angle de champ assez large, comme par exemple mon 14-35, et ben vous allez tout de suite voir que comment je suis pas stable derrière quand je suis accroupi et que j'essaye de filmer. Alors qu'un Sony, vous ne le verrez absolument jamais, ou si des fois quelques petites saccades, mais ça se recorrige en refaisant le plan sans aucun problème, alors que chez Canon par exemple avec mon R3, vous avez l'impression d'avoir fait un super plan et après eh ben, c'est totalement naze. Nikon marche comment dire, un peu à la manière de Sony. En stabilisation sur le capteur, je trouve pas que ce soit vraiment les meilleurs qui existent, mais voilà, c'est pas mauvais non plus. Ils ont par contre un avantage, pas forcément par rapport à Sony, mais par rapport à beaucoup d'autres, notamment Canon, c'est que Canon est très très bon dans sa stabilisation numérique. Sauf que vous l'aurez jamais sans la stabilisation sur le capteur. Donc en fait, ça vous fait quelque chose de bien sur quelque chose de pas bien. Les Nikon, eux, donc il y a un peu de, comment dire ça, de motion blur sur ça. Donc en fait, il faudrait mettre des vitesses un petit peu plus élevées pour que ça marche correctement, sans que vous ayez de problèmes visuels de mouvement. Mais après, il y aurait des saccades, donc c'est un petit peu un problème aussi. Et bien la stabilisation numérique sur un Nikon, eh ben, elle peut être activée sans avoir de stabilisation sur le capteur. Et ça, c'est intéressant parce qu'on peut vraiment bloquer le capteur du Z8. D'ailleurs, c'est ça qui est vraiment une des caractéristiques intéressantes. C'est contrairement à tous les autres appareils photo qui ont un capteur stabilisé, vous pouvez le mettre sur une gimbal, sur une voiture, et le capteur sera bloqué si vous ne voulez pas avoir la stabilisation sur le capteur, en plus de votre gimbal, ce qui est vraiment intéressant. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Et voilà. Où se trouve Panasonic dans tout ça? Je trouve pas qu'ils ont de mauvaise stabilisation, mais c'est plus que ça. Le Panasonic a cette stabilisation que je trouve pas parfaite, dans le sens où elle n'est pas là pour vous empêcher de voir les mouvements. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est qu'elle va vraiment un peu accompagner. Donc si vous êtes au 85 mm, et c'est un aspect que je trouve assez intéressant, mais c'est moins stable du coup que par exemple sur un Sony, c'est qu'elle va flotter en fait. Il n'y aura jamais d'à-coup, donc c'est ça qui est vraiment très agréable, mais on ne sera jamais vraiment avec quelque chose qui sera vraiment bloqué. Et donc c'est ça que je trouve un petit peu dommage. Et il y a aussi du wobbling comment dire ça, à très grand angle, ce qui n'est pas forcément toujours agréable, et qui fait un petit peu l'aspect Canon en moins élevé, hein, attention. D'avoir un plan fixe, c'est ça que je déteste, hein. C'est quand tu as un plan fixe, normalement ça ne devrait pas bouger, et on a quand même des trucs qui se passent comme ça sur les côtés, ce qui n'arriverait jamais sur un Sony. Donc voilà, c'est un peu pour rétablir le fait que la stab Sony, ça a aussi des avantages. Pour ce qui est du vlog, eh ben, je trouve quand même que ça marche vraiment quand même très bien, sachant que de toute façon, si vous voulez pas, comment dire ça, faire un vlog où tout le monde vous dit que c'est horrible, il faudra être vraiment très très stable, parce que je suis pas toujours, moi personnellement, et du coup pour moi le résultat il peut être aussi mauvais sur n'importe quel appareil photo, à part exception faite de Fuji, où pour moi c'est vraiment le pire du pire, hein, parce que moi pour vous dire, bon, si vous prenez un Canon, un Nikon, un Sony ou un Panasonic, vous pouvez vous y retrouver, c'est quand même un petit peu plus facile sur un Panasonic, mais c'est pas mirobolant non plus. Vraiment, les Fuji, eux, c'est vraiment à la ramasse. Donc voilà, pour moi, un Sony, ça demande surtout de comprendre comment ça marche, plutôt que de tout de suite dire que ça a une mauvaise stabilisation, parce que c'est usuel de dire qu'un Sony a une mauvaise stabilisation. Donc voilà, je ne veux pas forcément non plus m'étaler là-dessus, parce que je l'ai déjà fait très amplement ici. Mais voilà. Du coup, maintenant, je crois que bah, j'ai plus de défauts à dire. Alors, si vous avez d'autres défauts à indiquer en commentaire, je serais ravi d'en parler avec vous, mais pour l'instant, j'en vois aucun. Donc, j'espère que je vais pas arriver devant mon ordi pour faire le montage et me dire qu'au final, bah non, en fait, il y avait certains autres défauts. Donc, on va déjà parler ergonomie. Il y en a plein qui n'aiment pas l'ergonomie Sony physique. Bon, après, c'est qu'une question de goût, hein. Il y a vraiment de quoi faire tout ce qu'on veut sur un boîtier Sony en vidéo, et c'est vraiment très très bien. Il y a, donc je vous en parlerai de ces options plus juste après, il y a l'option d'avoir le Clear Image Zoom, et ce qui est très très bien, contrairement à toi, le Z8 se sert de sa 8K pour pouvoir faire un zoom x2
lorsqu'on est en 4K. C'est vraiment très très bien, hein, mais Nikon, pourquoi ne pas permettre la personnalisation sur les flèches, sur les côtés, pour pouvoir zoomer et dézoomer? Parce qu'il faut rentrer dans un mode étrange, ou le mettre sur un des bouts très peu, enfin des boutons customisables, alors qu'ils sont très très peu sur le boîtier. Pour pouvoir faire ça, il faut rentrer dans un mode spécial, alors que là, sur le Sony, si je l'allume et que je me mets en vidéo, hop, donc c'est pas vraiment la même chose. C'est un zoom sans perte à 1,5 et qui est passé à 2 récemment sur les nouveaux appareils photo. Et donc si j'appuie, hop, là, en fait, je peux zoomer. Je sais pas si on verra. Hop, vas-y, non. Hop. Tu vois toujours mon visage. Voilà, je peux zoomer là. Hop, je zoome et je dézoome. Et donc je peux régler la vitesse de mon... Je dézoome vraiment. La vitesse est très très lente. Mais voilà, je peux régler ce que je veux sur les flèches. Et pour moi, un Sony, c'est absolument imbattable en termes de personnalisation. C'est encore mieux que ce que peut faire Panasonic. Certes, il y a plein d'options chez Panasonic, mais ce n'est pas des options d'ergonomie qui vous aideront à utiliser beaucoup plus facilement les fonctions du boîtier. C'est toujours, comment dire ça, calibré en mode, voilà, faut aller ici, il faut aller là-bas, faut faire ci, il faut faire ça. Certaines fonctions, eh ben, elles sont à la fois en photo et en vidéo dans le Panasonic, alors que là, votre n'importe quelle fonction ne fonctionnera pas de photo à vidéo. C'est vraiment univers séparé. Et ce qui est vraiment le plus intéressant dans l'ergonomie, hein, c'est pour ça que j'en parle ici, je sais pas pourquoi je fais ça, hop, c'est que j'ai pas de mode PSAM en vidéo sur le boîtier, et c'est une des grosses qualités des Sony. Il y a un mode qui s'appelle exposition flexible. Je veux que ce mode-là, je veux ça sur un Nikon, je veux ça sur mon Panasonic, mais j'ai pas le droit parce que ce sont pas des Sony. Au lieu d'avoir vos modes PSAM, là je suis en mode A, et pourtant je suis en manuel. Pourquoi ça? Parce que en fait j'ai réglé mes 3 boutons qui sont ici, donc C1, AEL et C3 pour être le triangle d'exposition. Donc si j'appuie sur C3, ça se met en ISO automatique, voilà. Si j'appuie sur AEL, ça se met en ouverture automatique, et si j'appuie sur C1, c'est la vitesse qui passe en automatique, et pour moi, ça bat absolument tout en termes de, comment dire ça, de possibilités d'exposition. Alors vous allez me dire, oui, mais on expose toujours en manuel lorsqu'on fait vraiment de la vidéo. Oui, ben, je veux bien, mais moi, comme, comment dire ça, des fois, je me fais pas chier, je me mets toujours... j'ai dit un gros mot. Je me mets toujours à +2 par exemple sur le Sony, et ben, ce qu'il me suffit de faire, hein, pour faire un panning où je veux pas que l'exposition change par exemple, et ben, je vais par exemple me dire, ah bah je suis bien en ISO là, où je veux pas changer, ou je veux juste, comment dire ça, changer l'ouverture, ou si je veux pas changer la vitesse et l'ouverture, voilà, vous m'aurez compris, je change les ISO, et ben, je suis en manuel, j'appuie boum sur C3, ma scène est mesurée à l'endroit où je le veux, j'enlève le mode automatique, et je suis en manuel, voilà, donc ça permet juste d'aller beaucoup plus vite dans ces réglages, sans avoir... Est-ce que je suis vraiment bien là? Voilà. Donc après, c'est que ma façon de voir les choses. Mais voilà, les modes automatiques, ça sert de toute façon toujours quand on filme tout seul, hein, et surtout quand on se filme et qu'on ne peut pas voir ses paramètres d'exposition et qu'on vlog et qu'on a besoin de... Par exemple, le soleil arrive et qu'on n'est pas obligé de régler tout le temps son filtre ND variable. Ce qui d'ailleurs ne serait pas possible sur le Nikon, mais j'en parlerai dans le test. Et puis voilà, en question ergonomie, je trouve que vraiment ça bat tout ce que peuvent apporter en ergonomie physique tous les autres boîtiers réunis, oui, j'ose le dire. Et donc voilà, c'est pour ça que moi j'adore quand même la personnalisation des Sony. Je vous parlais justement du Clear Image Zoom. Il y a une autre fonction qui est la compensation de la variation ou du focus breathing, hein, la variation c'est en français, à savoir que en fait l'appareil photo fait un truc assez complexe au final, hein, vous vous rendez pas compte qu'il faut vraiment des calculs ou un algorithme qui fait ça correctement pour que le focus breathing de votre optique soit corrigé à toutes les focales. Donc en gros, ce que fait l'appareil photo, c'est qu'il va prendre la focale où l'appareil photo est le plus zoomé, hein, parce que je le rappelle, une focale est déterminée à l'infini, donc il se peut que par le plus grand des hasards, il y ait des gros changements de focale
lorsque vous êtes au focus minimal. Et du coup, ce que fait la compensation du focus breathing, c'est de, à chaque instant, rezoomer et redézoomer dans l'image pour que on ait l'impression qu'il n'y a aucun focus breathing dans l'image quand on a des optiques qui sont sujettes à ça, parce que j'ai l'impression que, hop, le 28 mm Nikkor Z n'a pas ce problème, même si elle a une monture en plastique. Merci Nikon. Mais voilà, du coup, c'est vraiment très très... Mais pourquoi je vous parle de ça en plus de... comment dire ça? J'aime bien dire comment dire ça. De ce Clear Image Zoom, c'est que pour moi, c'est pour ça qu'on est vraiment limité à du 16 neuvième. Sony doit se dire, voilà, on fait des grosses évolutions technologiques sur nos boîtiers, puisque je rappelle, c'est les premiers à avoir fait à la fois... et d'ailleurs, je crois que c'est encore les seuls qui font ce Clear Image Zoom, parce que les autres utilisent, par exemple, les Fuji et les Nikon utilisent l'oversampling du capteur pour pouvoir faire le zoom, donc ils utilisent clairement la 8K. Et donc ici, on a vraiment du logiciel qui permet d'avoir un zoom assez performant, puisque voilà, ça marche enfin voilà, ça marche tout simplement. Je sais pas comment vous dire ça plus spécifiquement, et de plus en plus ça permet d'aller à des zooms plus élevés et en plus de garder la détection, ce que ne font pas les autres boîtiers. Le Z8, lorsqu'il est dans son mode de zoom, ne peut pas faire ça, et pour moi c'est pour ça que Sony a décidé que pour l'instant il resterait à de la 16 neuvième, parce que c'est beaucoup moins compliqué de calculer un algorithme qui permet de faire ça juste dans un seul format, plutôt que de prendre absolument tous les formats, et ils doivent se dire, tout le monde regarde sa télé en 16 neuvième ou son écran en 16 neuvième, donc pourquoi s'embêter? Donc voilà. Depuis tout à l'heure, je vous ai absolument pas parlé de data rate, et voilà, dire que voilà, Sony a un des pires data rates qui existent, donc c'est un des appareils photo les plus mauvais. Souvent, ceux qui disent ça sur ces appareils photo-là, ils voient juste les chiffres, alors que vous y verrez pas vraiment la différence lors de long montage. Pardon. C'est plus, pour moi, l'échantillonnage des couleurs qui détermine vraiment la qualité d'une image, plutôt que, au final, son data rate. Alors, ça peut bien évidemment varier, hein, je ne dis pas le contraire, mais à part en regardant des choses sur des écrans très très grands, il y a très peu de chances que ça vous pose problème. Certes, il devrait y avoir des formats un petit peu, avec des data rates un petit peu plus élevés, mais c'est quand même le cas, hein, puisque les All-Intra là-dedans sont en gros la vitesse de défilement plus 1,0 derrière, donc pour 24 images par seconde en XAVC SI, on est sur 240 mégabits par seconde, ce qui est déjà assez honorable, et juste avoir du ProRes qui fait des gigabits par seconde, je trouve pas ça vraiment très cohérent au final, surtout comme je vous l'ai dit, maintenant on a de l'H265 là-dedans, donc le XAVC HS, qui certes reste à 100 mégabits par seconde sur un Sony A7 IV ou sur n'importe quel autre Sony en 4K du moins, puisque si vous passez à la version 8K, vous passez à 400 mégabits par seconde, ce qui est exactement, c'est ça qui est assez étrange d'ailleurs sur le Nikon Z8, ce qui est exactement la même compression que ce que va avoir le Z8. Par exemple, un A7R5 et un Nikon Z8 en H265 qui filment exactement la même compression, le même échantillonnage de couleurs et le même nombre de bits, donc 4210 bits, 400 mégabits par seconde. C'est assez marrant à signaler au final, hein. C'est un drôle de hasard Nikon. Alors certes, ils sont un peu différenciés sur la 4K et tout ça, mais voilà. Mais moi je trouve que c'est pas du tout un problème chez Sony, à tel point qu'il y a beaucoup de professionnels qui utilisent des Sony, et quand par exemple on leur demande de rendre, de donner des fichiers ProRes, ils font un rendu ProRes. Ils prennent juste le truc, ils disent bah voilà, on laisse le fichier sans, comment dire ça, sans changement d'espace colorimétrique, on met ça en ProRes, 10 bits ou même plus, bon, même si ça ne sert à rien, puisque un Sony A7 IV par exemple ne peut pas faire quelque chose au-delà du 10 bits, hein, parce que si on rajoute de la profondeur de couleur, ça ne rajoute pas de la qualité, c'est juste un contenant qui est plus gros au final, et donc voilà.
si vous regardez la qualité d'un Sony, je vous défie des fois de voir vraiment la différence en termes de, comment dire ça, de ce que peut faire le data rate derrière, surtout avec certains profils de couleurs, hein. Si vous faites de la vidéo juste de base sans utiliser de log, c'est absolument pas, enfin, il n'y a absolument pas besoin de vraiment avoir un data rate qui est vraiment super élevé, puisque vous voulez pas vraiment retoucher les couleurs au final, et donc voilà, c'est un petit peu dommage de ce côté-là, surtout que je pense que quand on vous dit ouais, c'est vraiment génial d'avoir un super data rate sur un appareil photo comme sur le Panasonic où on peut avoir des gigas en 5,8K, ce qui est vraiment énorme, et je vois pas trop l'intérêt personnellement. Mais moi, encore une fois, je fais pas des productions où j'ai vraiment besoin d'avoir de la qualité comme ça. C'est peut-être par exemple très utile lorsqu'on a un fond vert par exemple. Mais ce qu'on vous dit pas, c'est que est-ce que vous saviez que la qualité des LUT varie, et donc ce qu'on appelle la grid, donc on a grid 17, grid 65 et 33, et ben c'est la précision en fait des couleurs que va avoir votre lot, et qui va, comment dire ça, reconvertir les couleurs de votre log au final. Et donc, il y a des petits problèmes. D'ailleurs, c'est pour ça que moi j'ai arrêté de faire des lots avec première, hein. Je ne savais pas pourquoi, j'avais des problèmes dans le ciel, avoir du gros banding un peu bizarre, qui est des informations qui sont dans le ciel, qui sont dues probablement au soleil lui-même et au fait de fermer son objectif, mais il faudrait que je vérifie ça. Mais du coup, j'ai compris que le fichier était les couleurs étaient trop compressées, et donc ça donnait un résultat qui était absolument horrible. Et si vous voulez le meilleur résultat, il faut se mettre en grid 65. Mais le problème du grid 65, c'est que ça demande beaucoup plus d'énergie à votre ordinateur pour rendre les choses. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a du grid 33 et du grid 17. Mais voilà, faites bien attention à ça. Par exemple, Canon sont vraiment très très bien sur leur lot d'usine qu'ils vous donnent, puisqu'ils vont vous donner le grid 17, grid 33, grid 65. Donc ça fait un fichier assez lourd à charger sur votre ordinateur, mais au moins vous avez tout ce qu'il faut pour commencer, même si je préfère personnellement faire mes propres lots. Donc voilà. En termes de data rate, si vous n'avez pas toute la connaissance derrière qui vous permet de de l'exploiter à fond, et surtout que ce soit vraiment très circonstanciel, les situations où avoir plus de 1000 mégabits par seconde, ça servira à quelque chose. Et d'ailleurs, j'ai un très bon exemple à expliquer avec ça. Le log Sony est vraiment très très bon, l'oversampling des capteurs est vraiment très très bon, donc vous verrez très peu de défauts dans votre image lorsque vous êtes en All Intra 10 bits, ou même en H265 10 bits, parce que comme je vous l'ai dit, on aura moins de bruit sur votre image au final. Mais si on se tourne du côté de Canon, comme ils n'ont pas un log vraiment très performant dans leurs hybrides, et donc aussi un échantillonnage en amont de leur capteur qui a l'air plus faible que la plupart des autres fabricants, hein, parce que si vous ne le savez pas, une image elle est lue d'une certaine façon et elle est retransmise au log pour qu'il soit recompressé en 10 bits, ce qui détermine la qualité intrinsèque de votre log. Il peut être il lit votre image en 14 bits, et bien évidemment que lorsque ce sera mis en 10 bits, ce sera il y aura une dynamique plus élevée que si c'était lu directement en 10 bits. Et ce qu'a l'air de faire Canon, c'est ça, et donc avec leur C-Log 3 qui est vraiment assez faible, assez mauvais en compression, et qui est de notoriété publique très mauvais, alors qu'ils ont un très très bon log dans le C-Log 2. Et du coup, avoir des codecs à 1600 mégabits par seconde, ou vraiment des trucs très très élevés, ça sert absolument à rien. Si vous êtes en all-intra de 6.5, déjà ça va faire cracher ces boyaux avec votre ordinateur, hein. C'est très très bien d'avoir du all-intra de 6.5, hein, comme je vous l'ai dit. Pour le futur, ce sera très intéressant. Mais le fait que Canon ait mis son log 3 sur l'image, ça fait que vous aurez le data rate que vous voulez sur l'image. Ce sera quand même moins bon que ce que vous avez chez Sony. Voilà, donc faites bien attention à ces questions de mégabits par seconde. Si c'est pas lié à un bon log, à un bon lot derrière, à des qualités, parce que le log Sony est un des meilleurs, si ce n'est le meilleur dans les hybrides, en termes de dynamique, hein, du moins, si vous n'aimez même pas les couleurs,
vous serez sûrement peut-être obligé d'aller ailleurs. Moi, j'ai toujours tendance à dire que voilà, on peut en faire ce qu'on veut, on peut faire ce qu'on veut d'un log, mais c'est vrai que, par contre, je vais dire ça, c'est vrai que des corrections colorimétriques, ça part quand même d'une base et ça arrive quand même à un résultat parce qu'on n'est pas sur vraiment du RAW, comment dire ça, non compressé, même en NRAW sur le Nikon, et donc on a quand même une signature sur chaque appareil photo qui peut plaire ou pas, euh, vous plaire ou pas au final. Et c'est ça qui est assez marrant. Par exemple, le Nikon Z8, ce que j'adore dessus, c'est qu'en faisant juste une conversion d'espace colorimétrique, ça ressemble à du F-Log2 sans avoir à tripaturer le log pour que le LUT F-Log2, que j'utilisais souvent sur d'autres appareils photo avec succès, hein, marche correctement. Et donc ça, c'est vraiment assez génial. Et donc voilà de ce côté-là. Je vais rajouter une chose, hein, c'est cette incohérence à vouloir des data rates élevés, donc un nombre de mégabits élevé, tout le temps gardant des cartes SD dans son appareil photo. Hein. Sony a fait le choix de mettre des CF qui sont moins performantes que des CF Express de type B, avec le contre-coup que ça peut apporter, de ne jamais avoir des codecs aussi élevés que sur des Nikon, des Fuji ou quoi que ce soit. Alors je vous rassure tout de suite, hein, on va se le dire, hein, sur des CF Express de type A, vous pouvez faire le 8K qui est sur le Nikon Z8 sans aucun problème, hein, parce que si vous ne le savez pas, le nombre de mégabits par seconde, en fait, si vous voulez voir ce que fait votre carte, vous multipliez le nombre de MO par seconde par 8 pour avoir le nombre de mégabits qui peut être enregistré par votre carte. Et les CF Express de type A, les nouvelles générations, sont dans le standard VPG 400, donc c'est honnêtement déjà ce qu'il faut, mais potentiellement on aura toujours une limite plus élevée sur une carte CF Express de type A. Donc le seul truc que je voulais dire, c'est que les Sony permettent d'enregistrer la plupart de leurs codecs sur une SD, donc pour la plupart d'entre vous, eh ben, ça restera quand même plus pratique à utiliser que par exemple un Nikon Z8. Puis voilà. Encore une chose que j'apprécie chez Sony et que je retrouve pas ailleurs, hein, d'ailleurs cet appareil photo là a tourné des journées entières à faire que ça sur les tests de surchauffe et il marche toujours aujourd'hui, donc c'est vraiment une preuve que le mode de température ça ne pose aucun problème. En mode SNQ, on a du plein format et ça marche vraiment de manière assez exceptionnelle parce qu'il y a très peu d'autres appareils photo qui font ça. Par exemple, Nikon, ça n'existe pas. Vous pouvez faire que du time-lapse et vous pouvez dire hmm, c'est aussi intéressant pour faire de l'hyperlapse. Le time-lapse, oui, certes, mais sur le Sony, comme sur le Panasonic, on va être en log pour faire ça. Alors que les Nikon et les Canon font du time-lapse mais ils utilisent que la photo pour faire le timelapse. Et ce qui est assez étrange, c'est que c'est de la photo JPEG 8 bits. Voilà, donc vous serez jamais en log avec ça, et vous pourrez jamais rien retoucher. Donc c'est quand même un petit peu dommage. Et vous pouvez dire, t'as dit que le Panasonic il faisait ça aussi. Oui, sauf que les Panasonic font ça en APS-C. Je n'ai jamais compris pourquoi ça leur demandait autant de ressources, mais voilà, vous prenez du 24p et vous êtes quand même obligé de faire ça en APS-C, ce qui est très peu agréable, notamment pour faire les tests de surchauffe. Par exemple, j'ai comparé le Z8 aux autres appareils photo que j'avais notamment en batterie. Et pour comparer au Sony, il fallait bien évidemment que je prenne le Panasonic. Il a fallu que je recule mon pied, c'était pas très agréable. J'aime bien avoir tout le temps le même cadrage, ça rend les choses plus pratiques. Et donc pour ceux qui trouvent que c'est dommage, d'ailleurs la carte est en train de chauffer sur le Z8, pour ceux qui trouvent pas ça agréable d'avoir du 60 images par seconde en APS-C, moi je trouve pas ça agréable d'avoir du SNQ en APS-C. Voilà. Il est temps maintenant de parler bien évidemment de la plus grosse qualité des Sony et ce qui a établi un nouveau standard que je trouve vraiment cool et qui permet à des appareils photo comme le Z8 de marcher vraiment très très bien en autofocus. C'est bien, bien évidemment l'autofocus qui, si Sony n'avait pas vraiment fait évoluer ça sur les hybrides à tel point que ce soit vraiment le meilleur système autofocus qui existe, hein, et on aurait encore nos appareils photo réflexes, hein, à savoir que moi personnellement,
J'ai testé Sony avant qu'ils aient un très très bon autofocus, donc j'avais eu le A7 II et le A6300. Alors le A6300 commençait à avoir un très très bon autofocus. Le problème c'est qu'il allait qu'à f9. Voilà, c'est un petit peu dommage. Et donc maintenant on a des autofocus qui, comme sur en photo par exemple, mais là on parle de vidéo, mais voilà, c'est juste pour expliquer à quel point il est bon, qui marche à, comment dire ça, l'ouverture minimale, que ce soit sur Nikon, sur Sony, de manière exceptionnelle. Sur Panasonic, ça marche, oui, en photo correctement, même en vidéo d'ailleurs. Donc ces trois fabricants font ça vraiment très très bien. Et donc ce que ça fait, c'est la possibilité des fois de ne pas emporter de filtre ND. Et je ne mets pas Canon dans le sac parce qu'il est absolument horrible de ce côté-là. Et donc moi, j'étais un des seuls à me plaindre au départ du fait que en vlog, les Canon sont un peu compliqués. Il faut toujours avoir comment dire ça, le même type de luminosité, sinon le Canon, il va partir n'importe où. Alors c'est pas le seul qui a des problèmes de ce côté-là. Et on va venir jusqu'ici, mais j'étais étonné. Parce que, eh ben, donc, bien évidemment, Sony est parfait de ce côté-là, mais Nikon aussi est vraiment très très bon pour tout ce qui va être détection, et ce qui est juste un petit peu dommage, donc on va dire un petit défaut aussi des Sony, mettez ce mode de autofocus seulement en détection qu'on a chez Nikon et qu'on a sur, par exemple, le R6 Mark II. Je ne sais pas s'il est sur d'autres boîtiers, peut-être sur il est sur le R8 aussi. Mais c'est ce mode où c'est super efficace en vlog parce que, eh ben, on peut, comment dire ça, on peut vlogger en étant sûr que dès que l'appareil photo ne détecte plus le visage, il va rester à peu près à la distance où on l'a mis au point. Donc on peut vraiment faire sa vidéo sans aucun problème. Et dès qu'il redétecte le visage, il va refaire l'autofocus. Ce qui marche très très bien sur le Nikon Z8. C'est vraiment absolument parfait, j'ose le dire. Et pourquoi je parle pas de Panasonic de ce côté-là? Parce que on pourrait dire ce serait parfait si Panasonic avait ce mode-là. Mais non, pour une raison qui m'échappe, hein, parce que Canon, quand vous avez des problèmes avec l'autofocus, c'est parce que l'ouverture est trop faible. Voilà, parce que dès que vous passez f10 par exemple, même un petit peu avant, les Canon auront des problèmes. Mais ils détecteront aussi mal votre visage. Et dès qu'ils détectent plus votre visage, bah, c'est là bien évidemment qu'il va essayer de mettre au point à peu près où il peut. Pour une raison que je ne m'explique pas, mais ça vient peut-être de de l'historique de Lumix, et ben, le Panasonic, il peut détecter quelque chose et quand même faire l'autofocus sur autre chose sans que ça lui pose aucun problème. Je sais pas si vous avez vu ma vidéo que j'ai faite sur les défauts du S5 Mark II X, mais ça arrive que mon visage soit parfaitement détecté. Pourtant, il va donc pas trop bouger, mais il sera jamais au point sur mon visage. Donc même si on mettait ce mode autofocus uniquement s'il y a détection, il pourrait quand même essayer de se balader un peu n'importe où. Et donc, comme Canon, parce qu'on va quand même rajouter ça, c'est dépendant de la luminosité du sujet. Chez Panasonic, c'est le plus gros problème. C'est que il faut à chaque instant avoir un sujet qui soit parfaitement exposé, sinon l'autofocus de phase ou même de détection ne reconnaît pas correctement ce qu'il doit mettre au point, parce qu'il arrive à détecter sans comment dire ça, réussir à mettre la mise au point correctement, ce qui est aussi le cas chez Canon. Alors je parle pas de Nikon parce que je ne l'ai pas utilisé vraiment. Et donc du coup, ce qui m'énerve, c'est que ça me perturbe quand ça arrive. Donc il n'y avait plus de ma batterie ENEL15 version B, qui est beaucoup plus faible que la C, hein, au final. Mais non, c'est pratiquement pareil. On parle de 300 milliampères, 300 et quelques d'ailleurs, je sais plus combien de milliampères qui manquent là-dedans. Et donc ça se sent hein, lorsqu'on enregistre. Donc voilà, je sais pas où je m'étais arrêté du coup avec le Lumix, mais voilà, c'est un petit peu dommage, et pour vraiment rendre ça parfait, et c'est pour ça que je préfère du coup, même s'il n'y a pas d'écran orientable là-dessus, filmer avec ça qu'avec ça, oui, j'aime beaucoup le Nikon Z8, hein, je dois l'avouer, mais ça ce sera pour une autre vidéo, voilà. Mais Sony reste vraiment le maître étalon en la matière, il n'y a aucun, comment dire ça, il n'y a aucun problème là-dessus, hein. Vous prenez probablement l'A9 III, un A7R5,
surtout la 9.3 j'imagine, et vous aurez un autofocus qui est vraiment absolument parfait, et même si celui du Z8 est vraiment très très bon, hein, il n'y a aucun problème là-dessus, avec un Sony, il n'y a aucune différence. Il y a beaucoup moins de différence lorsqu'on est dans le noir ou les choses dans le genre. Ça va vraiment marcher comme c'est censé marcher. Après, hein, il y a toujours cette mesure à avoir où par exemple Canon est très très bon en détection, notamment lorsque vous faites de l'animalier. Voilà, je n'ai pas dit le contraire. J'ai juste dit que en vidéo, c'était des fois un petit peu compliqué avec un Canon. Donc me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Un Canon peut être très bon, mais il y a des endroits où un Canon est très très mauvais aussi. Il va être temps maintenant de conclure, hein. Je pense que la vidéo sera quand même assez longue, alors je voulais la faire assez courte au départ. Pour moi, Sony, même si j'ai essayé de voir si l'herbe était meilleure ailleurs, ce que j'ai découvert, c'est que chaque système a ses problèmes, et ce sera à vous d'accepter, eh ben, ou pas d'ailleurs, si vous arrivez à vous faire à chaque problème de système, par exemple Nikon qui n'a pas d'écran orientable qui reste en 16 neuvième comme chez Sony, même si on a de très très bonnes capacités, notamment en RAW, Lumix avec plein d'options et d'outils d'exposition qui sont vraiment très très bons, mais un autofocus qui peut vous lâcher alors qu'il ne devrait pas. Et des petites choses dans le genre qui sont un petit peu ennuyeuses, comme par exemple ne jamais montrer son pourcentage de batterie quoi qu'il arrive, hein. Chez Sony, c'est tout le temps affiché. Et j'aimerais que tous les fabricants soient comme ça. Chez Sony, chez Nikon ou Canon, c'est affiché via un menu. Il devrait être capable de vous l'afficher en direct. Mais c'est pas encore ça. Mais du coup, ce que je voulais dire, c'est que voilà, on est peut-être tout le temps en 16 neuvième là-dessus, mais avec l'action combinée d'une stab qui reste correcte, hein, notamment en fixe, d'un autofocus exceptionnel et d'un très très bon log, même si le data rate est un petit peu faible, je trouve qu'on a vraiment une qualité d'image qui est vraiment très très bonne et qui se compare très bien même avec par exemple, des ProRes ou des choses dans le genre. Après, ça reste à mon échelle sur des écrans qui sont pas vraiment très grands, je le conçois, mais ça fait vraiment bien le job, surtout que l'oversampling des Sony et même les différentes méthodes d'échantillonnage de l'image, je parle en définition, reste vraiment très très bon. D'ailleurs, c'est aussi très très bon chez Nikon. C'est ça qui est étrange, hein, enfin, voilà, il y a certaines choses qui rapprochent à la Sony et Nikon, mais ce sera peut-être le sujet d'une autre vidéo un petit peu complot, choses dans le genre, même si j'aime pas faire des suppositions. Mais voilà, ça reste vraiment très très bon, même si vous avez des fois des petits, aménagements de travail qui ne seront pas forcément les plus efficaces, hein. Si vous voulez avoir du cinéma 4K, que vous êtes obligé de recroper dans l'image, vous pouvez pas aussi avoir de réserve, hein. Donc pour certains professionnels, ça peut être rédhibitoire d'avoir un Sony à part si vous travaillez en 8K, mais il n'y a pas beaucoup de boîtiers Sony qui font ça aujourd'hui. Et puis voilà, mais ça reste quand même pour moi la vidéo qui est la plus cohérente et qui vous donne pour quelqu'un qui travaille tout seul, en tout cas, les outils les plus efficaces avec de très très bonnes optiques, de très très bonnes options d'optique. Et je le rappelle, par exemple, des boîtiers comme la 7 IV, hein, on le dit très très peu, ça fait du plein format, certes pas en 60 images par seconde, mais c'est des appareils photo qui continuent à avoir de l'oversampling, par exemple celui-là, en APS-C, qui profite des optiques APS-C et qui a un rolling shutter qui est beaucoup plus faible, hein. Je le rappelle, hein, lorsque vous êtes en 4K APS-C là-dessus, vous avez un meilleur rolling shutter que par exemple le Z8 lorsqu'il est en 8K. Bon, après, c'est pas forcément la plus grosse performance du monde, mais ça reste vraiment très très bon, même par rapport à d'autres APS-C de chez Sony. Donc vous avez à la fois le plein format là-dessus, et un très très bon APS-C en termes de rolling shutter, donc pas en plein format du coup bien évidemment. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que c'est pas forcément évident sur tous les appareils photo. Mais voilà, je vous ai déjà dit tout ce qu'il y avait d'intéressant et de moins intéressant sur les Sony. Mais en vidéo, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut compter. Donc si par exemple vous posez des questions mais que vous adorez votre Sony, je pense qu'il n'y a pas de raison de switcher sur un autre système. Si vous êtes content avec la manière dont marche votre boîtier,
et ce que fait votre boîtier et ce que vous arrivez à extraire de vos images, il n'y a pas de raison de quitter Sony pour ça. Et puis voilà, je ferai peut-être des vidéos comme ça sur d'autres fabricants, mais c'était vraiment pour un petit peu appuyer là-dessus. C'est vrai que souvent Sony n'est pas très flamboyant en disant voilà, ProRes, machin, truc bidule. Mais voilà, c'est vrai que quoi qu'il arrive, hein, soyez-en conscients, ça demande de l'argent pour avoir plein de formats différents. Et donc, si un Nikon par exemple Z8 vous en déploie autant, c'est aussi pour que Nikon survive. Je sais pas pourquoi je dis ça, je vais m'embarquer dans des trucs dont je veux pas parler. Mais voilà, je veux dire salut et à bientôt dans la chambre noire de Goupil. Salut.